Et bon lundi tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure, l'émission où on aborde toutes sortes de sujets entourant la santé globale dans une perspective critique, scientifique et toujours sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée et c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve comme ça à chaque lundi matin de 8 heures à 9 heures pour aborder un nouveau sujet, venir démystifier tout ce qu'on se fait dire dans les médias conventionnels. Et ce matin ne fera pas exception. On va aborder la fameuse question du cholestérol. Alors, on nous rabat les oreilles depuis des années avec ce mythe qui a vraiment la peau tenace, le mythe du cholestérol. Donc, on nous parle d'aliments réduits en gras, on nous vend des médicaments de type statine, donc des médicaments visant à réduire le taux de cholestérol à coût de millions de dollars. C'est vraiment une des importantes vaches à lait de l'industrie pharmaceutique. Il faut comprendre que les maladies cardiovasculaires sont toujours, bon an, mal an, parmi les deux premières causes de décès au Canada. Certaines années, c'est la première, certaines années, c'est la deuxième, en compétition avec le cancer. Donc, évidemment, on a peur des maladies cardiovasculaires, on a peur des crises de cœur, on a peur des accidents cérébrovasculaires et lorsqu'on se fait dire qu'avec un médicament, on peut réduire notre risque de manière significative, c'est très tentant et on se donne l'impression de réduire aussi nos risques en favorisant ces fameux aliments supposément réduits en cholestérol. Mais ce matin, on va aller voir si le cholestérol est réellement notre pire ennemi lorsqu'on traite de maladies cardiovasculaires. Alors déjà, on va aller voir un petit peu, par exemple, les ventes. Hein. On va comprendre pourquoi ce mythe est si largement entretenu, le mythe du cholestérol. Alors, malheureusement, les chiffres les plus récents, c'est souvent le cas dans l'industrie pharmaceutique, on a de la difficulté un petit peu à obtenir les chiffres récents. Donc, j'ai pu trouver seulement les ventes pour 2012. C'est quand même, il y a déjà une dizaine d'années, mais on parlait déjà de 38 millions de dollars seulement au Canada. Là, on parle ici de médicaments comme le Lipitor, le Mevacor, le Prévacol, le Crestor. Donc, c'est tous les noms commerciaux de ces médicaments de la grande famille qu'on appelle les statines et qui visent donc à réduire notre taux de cholestérol. Donc, on le réduit jusque où le taux de cholestérol? C'est là que la question commence à se corser. On nous disait que le taux optimal de cholestérol variait entre 1,80 et 2 grammes de cholestérol, donc total, par litre de sang. L'ennui avec ça, c'est qu'on a l'impression, quand on se fait dire des chiffres comme ça, que c'est établi de manière très scientifique, mais on se rend compte à l'usure que ce n'est pas du tout le cas. On a même le vice-président de la chaire spéciale qui a donc établi les nouvelles lignes directrices pour l'American Heart Association et l'American College of Cardiology. Donc, vraiment deux entités très reconnues. Je ne vous parle pas de visée naturopathique, je vous parle vraiment donc des principaux organismes impliqués en maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Donc, l'American Heart Association puis l'American College of Cardiology. Le VP de la chaire des lignes directrices, le Dr. Donald Lloyd Jones, affirmait en 2013 que ce fameux taux de 1,80 à 2 grammes par litre de cholestérol total qu'on essaie de nous faire atteindre avec les statines vendues à coups de millions ne repose sur aucune base scientifique. Donc, on nous vend des médicaments pour réduire le taux de cholestérol, mais finalement, on ne sait pas à combien il faut le réduire. Et ça, c'est juste une entrée en matière. Ça devient vraiment pire que ça quand on gratte un petit peu la surface. Donc, l'idée, c'est qu'on vous dit, il faut prendre un médicament de type statine. On veut réduire votre taux de cholestérol
pour réduire votre risque de maladie cardiovasculaire. Évidemment, une des premières causes de décès au pays, on ne veut pas mourir d'une crise de cœur ou d'un accident cérébrovasculaire. Alors, on va prendre le médicament pour réduire le cholestérol. Mais le réduire jusqu'à combien? Finalement, on ne le sait pas. Le bonhomme même qui établit les lignes directrices nous dit, bon, 1,8, 2, finalement, on ne sait pas pourquoi le taux de cholestérol a été établi à ce point-là. Évidemment, là, vous allez dire, ben voyons, Chantalane, ça ne se peut pas. Comme d'habitude, tous les liens de recherche de mes émissions sont fournis. Je ne les mets plus dans l'entête parce que ça l'alourdit et ça me fait attirer de l'attention sur moi qu'on ne veut pas nécessairement. Alors, je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur mon site web, chantalaneduma.com. J'envoie les infolettes une fois par mois. Il y en a une qui devrait sortir aujourd'hui ou demain parce que je n'ai pas eu le temps de la compléter ce week-end, mais normalement, elle sort le 1er du mois. Et vous allez avoir donc les liens pour chacune des émissions. Donc, vous pouvez absolument valider toute l'information que je vous transmets. Mais les gens qui me suivent savent que je n'affirme jamais de telles choses en étant sous la mire sans avoir les preuves à l'appui. Donc, le monsieur nous dit, on ne sait pas c'est quoi le taux de cholestérol optimal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? On a dit, OK, là, ça s'en vient un petit peu gros l'affaire. Peut-être qu'on va changer l'optique au lieu de parler d'un taux de cholestérol optimal. On va parler de clientèle cible. Donc, on va dire aux gens, vous avez des facteurs de risque. On pense que dans les 10 prochaines années, vous courez un risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Alors, de cette façon-là, on est allé chercher 13 millions d'Américains additionnels. Donc, on n'a pas dit votre taux sanguin est supérieur à 2 grammes de cholestérol par litre de sang, parce que finalement, le 2 grammes avait été établi de manière complètement aléatoire. Donc, on a dit, on va maintenant vérifier quelles sont les clientèles cibles. Vous imaginez, ça, c'est un peu comme les injections. Une clientèle cible, après ça, on va dire, oui, ça a fonctionné, la personne n'a pas eu d'accident cardiovasculaire ou elle n'a pas eu de crise de cœur, mais on avait supposé que c'était une personne à risque. Comprenez-vous? C'est comme quand on va injecter des gens comparé à une autre population, puis on va dire, ils ont réduit leur risque d'avoir un virus par tant de pourcents, mais on ne le sait pas si la personne, elle l'aurait vraiment eu, le virus. C'est une étude scientifique, mais sur une base hypothétique. OK? Comprenez-vous donc qu'en changeant l'objectif de on doit réduire le taux de cholestérol total en bas de 2 grammes par litre à on va viser une clientèle cible qui aurait probablement eu un accident cardiovasculaire au cours des prochaines 10 années, on se donne une marge de manœuvre beaucoup plus grande, mais surtout, on se donne une clientèle cible beaucoup plus grande. Ça, là, c'est le fondement de ce que les gens souvent ne comprennent pas. Vous savez, au Québec, on a remplacé le clergé par les médecins. Vous allez dans n'importe quel café en fin d'après-midi, Tim Hortons, etc., vous entendez les personnes âgées parler de quoi? Ils ne parlent plus de l'Église, ils ne parlent plus de leurs péchés, ils ne parlent plus des vœux pieux. En fait, on va parler des médecins, des médicaments, de diète, ce que leur médecin veut, ce que leur médecin ne veut pas. Donc, on a vraiment substitué le clergé par la médecine au Québec. Et malheureusement, c'est que on a attribué à la médecine et par définition aux compagnies pharmaceutiques cette espèce de côté pieux, cette espèce de côté, les hôpitaux étaient menés à l'époque par des bonnes sœurs et on a toujours un peu cette impression inconsciente que la médecine et les industries pharmaceutiques sont des œuvres de charité. Je ne sais pas si vous avez commencé à comprendre au cours des 3 dernières années que ce sont des industries et donc des compagnies souvent cotées en bourse. Alors, l'objectif de toute compagnie est de connaître une croissance économique et d'augmenter la part des investisseurs. Donc, c'est à but lucratif, ce n'est pas des œuvres de bienfaisance. Donc, vous devez comprendre que les compagnies pharmaceutiques, si elles établissent un barème X, à un moment donné, leurs ventes vont plafonner. Si on dit on veut réduire le cholestérol de tout le monde en bas de 2 grammes par litre,
déjà que c'est établi aléatoirement parlant, mais à un moment donné, on va plafonner quand tout le monde va être rendu à 2. Mais là, quand on parle de prévention via une clientèle potentielle, vous comprenez que là, on n'a plus de limite. Ça s'adresse à tout le monde parce que bon, si vous êtes un fumeur, vous êtes considéré automatiquement comme une clientèle à risque. Si vous avez un léger excès de poids, vous êtes considéré automatiquement comme une clientèle à risque. Vous avez des antécédents familiaux, hein, votre père, votre mère qui avait peut-être une alimentation, une gestion du stress, un taux d'activité physique complètement différent des vôtres, mais s'il y a des membres immédiats de votre famille qui ont des maladies cardiovasculaires, vous êtes automatiquement une clientèle cible. Donc, imaginez, ça devient une expansion presque sans limite de la clientèle visée par les médicaments de type statine. Ma mère, quand elle voyait le médecin régulièrement, quand elle souffrait de son cancer, éventuellement, lui avait parlé de médicaments de type statine. Et ma mère lui dire, mais est-ce que j'avais du cholestérol élevé dans mes prises de sang? Et le médecin lui répond, pas du tout, Madame Dumas, mais euh, vous, vous êtes une clientèle à risque, vous avez plus de 60 ans. Alors, imaginez, c'est hallucinant. Et quand on commence à regarder le nombre de personnes âgées qui prennent ces médicaments de type statine, c'est complètement aberrant, surtout qu'on sait que ces médicaments ne sont pas sans danger. Donc, on va aller voir encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'ils font la job? Puis après ça, je vais vous parler vraiment des risques qui sont associés à ces médicaments, qui sont très, 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 très répandus. Je suis certaine qu'autour de vous, vous pouvez très rapidement identifier plusieurs personnes qui se soumettent à ces médicaments de type statine. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau des résultats? On dit qu'il faut atteindre donc le 1,80 au 2 grammes par litre. On a vu que ces taux avaient été établis aléatoirement. Donc, on a décidé qu'on mettait tout le monde qui avait un risque potentiel d'avoir une maladie cardiovasculaire sur les statines. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, au niveau de la prévention, donc de réduire le risque de mortalité de toute cause, selon la British Cardiovascular Society. Je vous donne toujours des entités très officielles en passant pour être sûr que vos chiffres et vos statistiques tiennent la route. Eh bien, selon le British Cardiovascular Society, on dit que le risque de réduire les mortalités de toutes sortes associées avec les maladies cardiovasculaires a été de 0,99. Donc, même pas 1%. Donc, on médicamente des millions et des millions de personnes avec ces médicaments de type statine pour réduire potentiellement le risque de mortalité de toutes sortes de 0,99%. Donc, après ça, il faut aller voir qu'est-ce qui arrive en termes de méta-analyse. Est-ce que le fait de réduire le taux de cholestérol a réellement un impact sur la santé des gens? J'ai trouvé une méta-analyse très, très intéressante qui a été publiée en 2016, donc quand même relativement récente. Vous savez qu'une méta-analyse, c'est une étude d'études. Donc, on a réuni 19 études. Encore là, je vais vous donner un exemple. Au niveau, par exemple, du Women's Health Initiative, ça, c'est une grande étude qui avait été faite chez un groupe d'infirmières, beaucoup d'infirmières. Euh, plus de 160 000 infirmières, parce qu'on sait que c'est des femmes en général qui ont un taux de tabagisme moins élevé, tout ça. Donc, c'est pour ça déjà qu'on avait choisi les infirmières. Donc, déjà, on donnait une orientation à l'étude et c'était pour vérifier l'impact des hormones, les fameuses hormones qu'on donne aux femmes à la ménopause, comme le prémarin. Et cette étude a été avortée en cours de route parce qu'on voyait qu'elle augmentait de manière significative le risque de cancer hormonodépendant, dont le cancer du sein. Mais dans cette étude, on vérifiait beaucoup de paramètres. Donc, on sait déjà que les femmes infirmières sont des femmes plus conscientisées au niveau de la santé, donc souvent qui ont un taux de tabagisme inférieur, peut-être une pratique d'activité physique plus importante et tout ça. Et malgré ça, on a vu que le taux de diabète
dans les femmes du Women's Health Initiative avait été augmenté de 48 lorsqu'elles prenaient des médicaments de type statine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que cette étude, qui augmente énormément le risque de diabète, on l'exclut systématiquement lorsqu'on fait des méta-analyses, donc lorsqu'on fait des études d'études. Comprenez-vous? On choisit déjà la clientèle qui risque de nous donner des meilleurs résultats. Et ensuite, si on n'a pas les résultats qu'on veut, bien, quand on fait l'étude d'études, celle-là, on ne l'inclut pas dans la méta-analyse. Donc, c'est vraiment intéressant. Et encore là, bien, les gens pensent que c'est ça que l'étude disait et on pense que ça, c'est complètement objectif. C'est jamais complètement objectif. Les études, il faut aller voir qui finance évidemment l'étude et dans quel but cette étude est publicisée. Parce qu'on sait que depuis que les études sont financées par les compagnies pharmaceutiques au lieu d'être financées, par exemple, par le gouvernement, les universités, comme c'était jadis le cas, eh bien, lorsque les études donnent des résultats négatifs, elles ne sont pas publiées. Alors que s'il y a un fonds indépendant qui génère ces études, ben, on va les publier dans tous les cas. Évidemment, si vous êtes une compagnie comme Pfizer, Merck, etc., ben, si l'étude ne va pas dans le sens de ce que vous voulez, vous allez la retirer, vous n'allez pas la publier. Donc, c'est fou parce que finalement, les études qui arrivent jusqu'aux grandes revues, et après ça, il faut voir qui finance ces revues, les études qui finissent par être publiées sont celles, évidemment, qui encouragent les bailleurs de fonds de ces études. Et donc, pour revenir à notre fameuse méta-analyse qui couvrait 19 publications et qui englobait plus de 68 000 participants, c'est une étude, donc, comme je le disais, qui a été publiée en 2016 dans le British Medical Journal. Donc, pas le Journal de Montréal, le British Medical Journal. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait non seulement pas d'impact positif sur la prise de ces médicaments de type statine qui visent à réduire le cholestérol, mais qu'il y avait une relation inversement proportionnelle entre le taux de LDL, donc le fameux mauvais cholestérol, et le taux de mortalité, particulièrement chez les personnes de 60 ans et plus, qui font habituellement partie donc de cette fameuse clientèle cible visée par les statines. Alors, on a vu que le potentiel de réduire la mortalité de toute cause était donc inférieur à 1 et non seulement ça ne réduit pas la mortalité de toute cause, mais quand on réduit le taux de cholestérol avec les médicaments de type statine, plus le taux de LDL, donc de low density lipoprotein, qu'on appelle souvent le mauvais cholestérol. Lorsqu'on réduit le mauvais cholestérol, on augmente le risque de mortalité de toute cause. Alors, c'est quand même assez intéressant qu'on n'entend pas plus parler de ces fameuses études. Donc, quand le taux de 0,8 à 2, c'est-à-dire 1,8 à 2 grammes de cholestérol par litre de sang ne fait plus la job, on tourne ça en clientèle cible. Lorsque finalement les études ne font pas notre affaire, on ne les inclut pas dans la méta-analyse. Et malgré tout ça, il y a des études qui voient le jour dans des revues aussi prestigieuses que le British Medical Journal, mais ça ne fait jamais la une des journaux. C'est normal, surtout au Québec, parce qu'on a plus de 760 compagnies pharmaceutiques établies au Québec. Donc, c'est énormément de revenus qui sont générés pour le gouvernement. C'est beaucoup d'emplois, c'est presque 30 000 emplois qui sont directement affectés par les compagnies pharmaceutiques au Québec. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est évidemment de donner mauvaise presse aux médicaments qui sont des vaches à lait de cette industrie. Vous comprenez? Mais est-ce que pour autant l'efficacité est telle qu'on nous le dit? C'est là où il faut aller voir un peu plus loin. Mais la majorité des gens ne passent pas leur temps à éplucher des études scientifiques. On écoute ce que notre médecin dit comme on écoute ce que notre garagiste nous dit parce qu'on ne peut pas être des spécialistes dans tout. Moi, c'est ça que je fais, fouiller des études cliniques, essayer de trouver des alternatives naturelles, etc. Donc, j'ai ces trucs-là devant les yeux régulièrement. Donc, des études, on ne peut plus officielles, publiées dans le British Medical Journal, qui nous disent que plus on réduit le taux de cholestérol, même le dit mauvais cholestérol, LDL,
plus on augmente le risque de décès associé aux maladies cardiovasculaires. Le pire, c'est qu'on ne réduit pas seulement le taux d'LDL lorsqu'on affecte le taux de cholestérol global. Il faut savoir que le cholestérol dans le corps, au lieu d'être l'ennemi juré qu'on nous a toujours euh, inculqué, le cholestérol est une substance tellement essentielle au corps que 80 du cholestérol est fabriqué par notre foie. Donc, plus on prend des médicaments pour réduire le taux de cholestérol, qu'est-ce que vous pensez que le foie va faire? Le foie va en produire davantage. Et c'est normal parce que l'enveloppe de chacune de nos cellules dans notre corps, toute la gaine de myéline, donc le câblage, si on veut, de notre système nerveux est enveloppé de bons gras. 70 du poids sèche de notre cerveau, si on enlève l'eau dans notre cerveau, là, 70 de ce qui reste, c'est des bons gras. Nos hormones stéroïdiennes, estrogène, progestérone, testostérone, partent tous du cholestérol. Donc, quand vous diminuez le taux de cholestérol, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez aussi le taux de vos hormones. Mais ce n'est pas grave, on va vous vendre des hormones. Si on diminue votre taux de gras, on va affecter votre système nerveux, on va affecter votre cerveau, mais c'est pas grave. On a des médicaments pour l'Alzheimer. Comprenez-vous un petit peu comment ça fonctionne? Alors, c'est vraiment toute la gamique derrière le cholestérol. Fondé sur des taux établis de manière aléatoire, quand ça ne marche pas, on tourne ça en clientèle cible. Même en tournant ça en clientèle cible, les études nous démontrent, les méta-analyses qu'on a choisies, en excluant des études comme le Women Health Initiative, que ça ne fait pas la job. Et non seulement ça ne fait pas la job, mais ça va avoir un effet détrimental sur notre cerveau. Regardez la quantité de gens qui souffrent de démence, qui souffrent d'Alzheimer. Et vous pouvez voir qu'il y a des liens entre l'augmentation de consommation de médicaments de type statine et de maladies du système cognitif. On ne peut pas enlever les gras comme ça, bloquer la production des gras et s'attendre à moins que ça, puisque le cholestérol est tellement, tellement essentiel à notre corps que 80 du cholestérol est produit par notre foie. Donc, quand vous remplacez vos aliments réduits en cholestérol, qui sont généralement plus élevés en sucre et en sel pour que ça continue à être palatable, donc ça continue à avoir un bon goût, en fait, vous faites tout simplement augmenter la production de cholestérol par votre foie. La même chose lorsque vous consommez des médicaments de type statine. Donc, vous ne pourrez pas gagner cette guerre contre la production du cholestérol puisque en consommant les médicaments et en réduisant l'apport de cholestérol au niveau alimentaire, votre foie va tout simplement compenser en consommant davantage, c'est-à-dire en fabriquant davantage. L'autre point très important, c'est que le cholestérol dans notre corps sert à transporter et sert de réservoir pour les vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Vous savez que la vitamine D est associée à la prévention de plusieurs maladies, est associée à notre système immunitaire, est associée à notre santé osseuse, est associée à la prévention des dépressions. Donc, imaginez, on le voit, le taux de dépression, particulièrement dans des pays comme le Canada, où on est affecté grandement par le manque de lumière, eh bien, vous enlevez les bons gras pour votre cerveau et vous enlevez en plus des vitamines comme la vitamine D qui pourrait avoir un effet antidépresseur. Donc, on affecte votre taux d'hormones aussi. On sait que lorsque les hormones sont déséquilibrées, ça se reflète sur notre santé globale, mais aussi sur notre santé cognitive et on enlève les bonnes vitamines qui pourraient aussi favoriser notre bonne santé. Une des vitamines très, très, très importantes qui va être affectée par la consommation de ces fameux médicaments de type statine, c'est la coenzyme Q10 qu'on appelle CoQ10 régulièrement. Donc, la coenzyme Q10 est fabriquée dans notre corps à partir de notre alimentation. C'est un antioxydant très important, particulièrement pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi du cancer. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on consomme les médicaments de type statine, ça a un effet d'inhibition, donc ça bloque la production d'une enzyme particulière qu'on appelle HMG-CoA.
Et cette enzyme, elle est impliquée dans la conversion du cholestérol, mais aussi dans la production de coenzyme Q10. Donc, automatiquement qu'on prend les médicaments de type statine, on bloque notre production de cette fameuse coenzyme Q10. Donc, en ayant une carence en coenzyme Q10, on augmente aussi notre risque de maladie cardiovasculaire. Comprenez-vous pourquoi l'utilisation de ces médicaments ne peut pas, par définition, réduire de manière significative les maladies cardiovasculaires? De fait, ce que nous disent les études, c'est que ça aurait un léger impact positif au niveau de la diminution des récurrences des maladies cardiovasculaires chez les gens qui ont déjà été touchés. En termes de prévention, ça n'a absolument aucune efficacité. Donc, pourquoi, euh, pourquoi les maladies cardiovasculaires continuent-elles d'être parmi les plus importantes maladies qui vont causer des décès au pays? D'abord, on doit savoir que si les médicaments de type statine avaient un impact positif, on ne continuerait pas de voir les maladies cardiovasculaires toujours en tête, soit la première ou la deuxième cause de décès au pays, vu la quantité de gens qui consomment ces 10 médicaments. Donc, on doit comprendre que ce n'est pas le cholestérol qui est réellement en cause. Alors, si ce n'est pas le cholestérol, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le sucre serait parmi les facteurs les plus importants. En fait, il y en a plusieurs facteurs. Il y a une étude qui s'appelle Inter-Heart Study. C'est une étude canadienne, mais qui impliquait 52 pays. Et ce qu'on a découvert dans cette étude, c'est qu'il y a 9 grands facteurs sur lesquels on a un pouvoir d'action. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est qu'avec cette belle science qu'on appelle l'épigénétique, qui a été beaucoup popularisée par Bruce Lipton dans son livre, entre autres, Biology of Belief, qui existe aussi en français. Donc, Bruce Lipton nous a expliqué que la question des gènes, avant qu'on croyait être une fatalité, hein, si on avait des membres de notre famille qui avaient souffert de maladies cardiovasculaires ou de cancer, on pensait que c'était inéluctable qu'on allait nous aussi être touchés par une maladie cardiovasculaire. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart des gènes impliqués dans ces maladies peuvent être modifiés grâce à notre alimentation, à notre gestion du stress, euh, à la pratique d'activité physique, grâce à certains suppléments comme le curcuma, par exemple, qui vont avoir un impact sur nos gènes. Nos gènes ont une espèce d'interrupteur pour être actifs ou être dormants. Et donc, tous ces facteurs vont jouer sur cet interrupteur dans nos gènes. Donc, même si on a un certain profil génétique, on a toujours la possibilité de modifier nos gènes grâce à ces facteurs épigénétiques. Donc, cette belle étude qu'on appelle le Inter-Heart Study, qui impliquait 52 pays, nous démontre que 90 des infarctus du myocarde peuvent être évités si on agit sur ces 9 facteurs. 90 Donc, vous vous rappelez que l'efficacité des médicaments de type statine était inférieure à 1 Pourtant, c'est ce qu'on nous met de l'avant automatiquement. Si vous consultez en médecine conventionnelle, on va automatiquement vous parler de médicaments de type statine et il ne sera pratiquement pas question de ces 9 facteurs qui pourtant sont responsables de 90 des infarctus du myocarde. Donc, un des premiers facteurs qu'on doit regarder, c'est la consommation de sucre. Comme je vous disais, quand on se tourne vers des aliments, par exemple, réduits en gras ou en cholestérol, souvent, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'aliment contient plus de sucre et contient plus de sel pour que ça reste quand même palatable, donc que ça conserve un goût intéressant. Ce que les études nous démontrent, c'est que le Canadien moyen consomme 75 kilos de sucre par année. 75 kilos. Alors, comme il y a des gens qui en consomment moins, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment presque leur équivalent de poids corporel en sucre. Et ça, c'est problématique pour plusieurs raisons.
Le sucre, évidemment, augmente notre risque de diabète. Le diabète est un des facteurs très importants au niveau de la genèse des maladies cardiovasculaires. Plus on augmente notre risque de diabète, plus on augmente le risque de souffrir de complications des maladies cardiovasculaires et directement de maladies cardiovasculaires. Et le sucre aussi va créer des carences en vitamines et en minéraux dans notre corps. Parmi les plus importants, on va retrouver les vitamines du groupe B et le magnésium, parce que les vitamines B sont nécessaires à l'entrée du sucre dans notre cellule. Si on n'en a pas, on va se trouver en état de résistance à l'insuline et éventuellement de diabète. Le magnésium est également très important dans le métabolisme du sucre. En fait, à chaque fois qu'on consomme une molécule de sucre, on a besoin de 40 molécules de magnésium pour gérer ce sucre. Donc, imaginez, lorsqu'on consomme 75 kilos de sucre par année, combien on a besoin de vitamine B, combien on a besoin de magnésium pour gérer ce taux de sucre. Alors, évidemment, on va avoir des carences vitaminiques, mais le taux de sucre aussi va directement avoir un impact sur l'augmentation du taux de cholestérol total et de triglycérides. Donc, même si vous réduisez la consommation de gras, du fait que nous consommons tellement de sucre, vous allez avoir un taux de cholestérol total qui va rester élevé et également, comme on l'a vu, bien, votre foie va produire 80 du cholestérol. Donc, même si vous consommez les statines, vous allez conserver un taux de cholestérol élevé et c'est pour ça qu'ils ont aussi laissé tomber le 1,8 à 2 grammes de cholestérol par litre. C'est qu'on ne peut pas gagner cette guerre, mais en disant on fait partie d'une population cible, on doit prendre des médicaments de type statine, eh bien, les gens prennent leurs médicaments sans en réalité savoir si effectivement ils auraient souffert de maladies cardiovasculaires. Parce que comme on l'a vu, même si on serait génétiquement prédisposé à, il y a 9 grands facteurs, dont l'alimentation, qui sont responsables de la réduction de 90 des maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus du myocarde. Donc, on pourrait plutôt choisir d'agir sur ces facteurs, d'abord en réduisant la consommation de sucre. Ensuite, il y a une autre étude qui démontrait que 80 des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées en modifiant notre style de vie. Donc, vous voyez que 90 des facteurs, c'est-à-dire 90 des maladies peuvent être réduites en agissant sur nos facteurs et 80 des accidents reliés aux maladies cardiovasculaires pourraient être évités tout simplement en modifiant notre style de vie versus 0,1 avec les médicaments de type statine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part réduire la consommation de sucre? L'autre facteur très important, c'est la réduction du tabagisme. Donc, le tabagisme a un impact majeur au niveau des maladies cardiovasculaires. D'abord parce qu'il va bloquer les artères. Là, je vous parle de ce que Harvard School of Medicine nous dit, puis après, je vais rajouter la touche naturopathique. Donc, le tabagisme va contribuer à bloquer nos artères. Il va augmenter le risque de former des caillots sanguins, donc qui peuvent être responsables d'infarctus, qui peuvent être responsables d'ACV. Ça va diminuer l'apport en oxygène au niveau sanguin et ça va augmenter notre pression artérielle, qui sont donc aussi des facteurs directement reliés aux maladies cardiovasculaires, mais sur lesquels les médicaments de type statine n'ont pas d'impact positif. C'est pour ça qu'en bout de ligne, il n'y a pas vraiment de résultats intéressants associés à la prise de ces médicaments. Donc, le tabagisme, en plus de faire tout ça, la touche naturopathique, c'est que dans les cigarettes, on retrouve énormément de métaux lourds, beaucoup de substances chimiques. En fait, il y a plus d'une centaine de substances chimiques dans les cigarettes et ces substances, évidemment, doivent être détoxifiées par notre foie. Et quelles sont les principales vitamines impliquées dans la détoxification de notre foie? Vitamine B et magnésium. Donc, les vitamines B et le magnésium qui sont super importants pour notre santé cardiovasculaire et je vous explique pourquoi. D'abord, le magnésium, parce que le magnésium a un effet relaxant sur nos muscles. Et on l'oublie, mais le cœur est un grand muscle. En fait, le deuxième plus grand muscle de notre corps. Alors, si on a plus de calcium que de magnésium,
Le calcium, lui, a un effet de contraction et le magnésium a un effet relaxant. Donc, si on n'a pas suffisamment de magnésium parce qu'on consomme trop de sucre, parce qu'on brûle notre magnésium avec notre stress, parce que lorsqu'on veut produire des neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine et le GABA, on va utiliser beaucoup de notre magnésium. Donc, le stress augmente la carence en magnésium et on sait que le stress va aussi avoir un impact très négatif au niveau des maladies cardiovasculaires. En plus, les vitamines B sont impliquées dans notre système nerveux, aussi dans la production de neurotransmetteurs calmants. Donc, le stress va voler aussi nos vitamines B. Donc, les plus importantes vitamines dont on a besoin pour prévenir les maladies cardiovasculaires avec la coenzyme Q10, eh bien, on va, avec le stress, avec la consommation de sucre et l'exposition à des substances toxiques, chimiques et des métaux lourds, on va souffrir automatiquement de carences dans ces vitamines du groupe B et dans le magnésium. Les vitamines B, on les retrouve dans l'enveloppe entière des céréales et comme beaucoup de gens réduisent l'apport en glucides en raison de diètes comme la diète céto ou pour essayer de maintenir leur poids, ils vont réduire l'apport en glucides. Donc, on a très peu de céréales complètes maintenant dans notre alimentation, ce qui fait que l'apport en vitamine B n'est pas suffisant pour compenser le niveau de stress, la consommation de sucre et le niveau de toxines auxquelles on est exposé. Le magnésium, même chose, on le retrouve de moins en moins présent dans l'alimentation parce que les sols qui contiennent le magnésium sont de plus en plus épuisés, entre autres en raison des puits acides, mais tous les processus de transformation de nos aliments aussi vont affecter la quantité de magnésium qu'ils contiennent. On doit savoir aussi que lorsqu'on consomme des aliments qui ne sont pas biologiques, au lieu d'avoir environ 22 minéraux qui sont naturellement présents dans les sols, quand on va utiliser des engrais chimiques, ils contiennent en général 4 minéraux, dont le plus important est le phosphore. C'est pour ça que souvent les aliments conventionnels, donc non biologiques, vont avoir un goût comme plus amer. Si vous goûtez par exemple des carottes bio et des carottes conventionnelles, vous allez voir que le goût n'est pas du tout le même. Et c'est en raison de la présence plus élevée du phosphore. Et le phosphore est un antagoniste des minéraux comme le calcium et le magnésium. Donc, non seulement ils ne sont pas présents dans les engrais, mais les engrais comportent un déséquilibre minéral qui va faire que les minéraux naturellement présents vont être en état de déséquilibre. Donc, c'est vraiment comme un cercle vicieux. Alors, on doit s'assurer déjà au niveau alimentaire de consommer plus de vitamines du groupe B, plus de magnésium en allant vers une alimentation plus biologique. Évidemment, c'est les légumes racines, donc qui poussent dans la terre, comme les betteraves, les pommes de terre, etc., qui vont contenir plus de magnésium, mais souvent, si on est dans cette clientèle cible à risque de maladies cardiovasculaires, ça ne sera pas suffisant notre apport alimentaire en magnésium et il va falloir se tourner vers la prise de suppléments. Donc, même si vous faites partie de la clientèle qui consommez les médicaments de type statine, ça serait très important de vous supplémenter en vitamines du groupe B. Les vitamines B, on doit les prendre sous forme de complexes et non pas prendre, par exemple, juste la B12 toute seule. On peut en prendre des vitamines isolées pour aller chercher des plus grands dosages, mais de manière générale, on doit prendre les vitamines B en groupe. Donc, un complexe de vitamine B. Et ce qui va être très important aussi, c'est de prendre des vitamines B qu'on appelle bioactives, c'est-à-dire qu'ils vont passer par-dessus certaines petites variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes, qui pourraient faire que les vitamines ne seront pas transformées et utilisées correctement dans notre corps. Donc, complexe de vitamine B bioactive et du magnésium. Le magnésium vient sous différentes formes. Je vous ferai un live juste sur le magnésium parce que ça vaut vraiment la peine. Mais peu importe la forme de magnésium que vous prenez, l'important, c'est de vous supplémenter en magnésium, donc pour ne pas qu'il y ait de ces contractions au niveau du cœur, mais aussi pour votre système nerveux, pour la production de neurotransmetteurs, pour la détoxification, pour la gestion des glucides, donc du sucre. Évidemment, ce qu'on veut, c'est réduire le 75 kilos, mais réalistement, ça va se faire progressivement et il en restera toujours un peu. Alors, c'est quand même très important de prendre des suppléments de vitamine B et de magnésium. La vitamine D, qu'est-ce qu'elle va faire aussi au niveau de notre santé cardiovasculaire? Un des facteurs de risque très important
Euh, Sinon, le plus important au niveau des maladies cardiovasculaires, on l'a vu, ce n'est pas le cholestérol. C'est une substance très peu connue, euh, disons, du grand public, qu'on appelle l'homocystéine. Pourquoi on n'entend pas parler d'homocystéine? C'est parce que il y a une cinquantaine d'années, les compagnies pharmaceutiques ont vu que l'homocystéine était l'élément qui endommage réellement nos artères. Donc, l'homocystéine, c'est un déchet qui est produit dans notre corps naturellement, mais normalement, si on a assez de vitamines du groupe B, principalement l'acide folique, donc la B9, la vitamine B12 et la vitamine B6. Ces trois-là particulièrement, mais comme je disais, l'important, c'est de prendre un complexe de vitamine B. Quand on n'a pas assez de vitamine B, l'homocystéine qui est naturellement produite dans notre corps n'arrive pas à être transformée en élément utile et ça devient un déchet. Et ce déchet va avoir la capacité d'endommager, donc de créer des micro-lésions au niveau de nos artères. Et la réaction naturelle du corps, parce que nos artères, c'est des vaisseaux qui permettent la circulation de notre sang, donc le corps va aller colmater ces petites lésions dans nos artères en faisant quoi? En allant déposer, et oui, du cholestérol au niveau de nos artères. Donc, la présence de cholestérol dans nos artères, le but, c'est pas de réduire le cholestérol. Le cholestérol, c'est les pompiers qui viennent éteindre le feu. Donc, ce qu'on veut, c'est enlever le feu. Et le feu, c'est l'homocystéine. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir suffisamment de vitamines du groupe B pour que ce déchet naturellement produit par le corps arrive à être recyclé et utilisé correctement. Donc, si ça ne se fait pas, parce qu'on manque de vitamine B, l'homocystéine va causer des dommages au niveau des artères qui seront donc ensuite colmatés par la production de cholestérol qui, à 80 provient de notre foie et non pas de nos aliments, comme veulent nous le faire croire les producteurs d'aliments réduits en cholestérol. Donc, l'homocystéine est vraiment un des principaux coupables et c'est pour ça qu'en améliorant la consommation de sucre, en augmentant les vitamines du groupe B, on va avoir un impact très positif au niveau des maladies cardiovasculaires parce qu'on va donc réduire ce déchet qui est l'homocystéine, mais on va aussi calmer notre système nerveux et favoriser la détox de substances toxiques. Donc, comme on disait, le tabagisme va être un autre facteur très, très, très important au niveau des maladies cardiovasculaires. Ensuite, il y a la consommation des bons gras. Donc, souvent, ce qui va être problématique au niveau de la santé, c'est la consommation de gras qu'on appelle des oméga-6, qui vont provenir, par exemple, de l'huile de colza, de l'huile de palme, et le déséquilibre entre cette consommation d'oméga-6 qui ont un effet inflammatoire sur notre corps et la carence en bons gras qui ont un effet anti-inflammatoire. On parle par exemple de l'huile d'olive qui va être particulièrement intéressante au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires, mais on parle aussi des oméga-3 qu'on retrouve dans les poissons ou le cas échéant dans les algues si on ne consomme pas de poisson. On doit avoir vraiment un bon équilibre entre les gras de type oméga-3 et les gras de type oméga-6. Normalement, on devrait avoir un ratio d'à peu près 2 pour 1. Donc, régulièrement, étant donné qu'ils sont plus abondants dans l'alimentation, on va avoir 2 gras oméga-6 pour 1 gras oméga-3. Ça, c'est le ratio idéal. Mais quand on fait des tests plus poussés en médecine fonctionnelle, on trouve qu'il y a des gens qui ont des ratios de 40, même 60, j'ai déjà vu, pour 1. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation de gras qui vont avoir un effet inflammatoire et pas assez de gras qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est là où c'est très important d'augmenter ces bons gras et de réduire les mauvais gras parce que l'inflammation, comme l'homocystéine, va avoir un impact très dommageable au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, le sucre, l'inflammation, le tabagisme, les carences en vitamines du groupe B et du magnésium, ce sont des vrais facteurs impliqués au niveau des maladies cardiovasculaires sur lesquels on a complètement le contrôle. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de réduire la production de cholestérol qui est absolument nécessaire, tellement nécessaire que notre foie en fabrique 80 parce que lorsqu'on diminue
la production de cholestérol, on va diminuer donc l'intégrité de notre cerveau, de notre système nerveux également via la gaine de myéline. On va diminuer la production de nos hormones stéroïdiennes et l'apport en vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E, K. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de bloquer la production de cholestérol provenant de notre alimentation via les statines, parce qu'on a vu que ça va aussi bloquer la production de coenzyme Q10, qui est un antioxydant très important pour notre système cardiovasculaire. Donc, au niveau des antioxydants, justement, il y en a plusieurs, dont la vitamine E, qui vont avoir un impact positif au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, vitamine E, vitamine C, euh, tous les bons phytonutriments qu'on va retrouver, donc les pigments des plantes. On entend souvent parler du fameux paradoxe français, hein, où est-ce que les Français consomment plus de vin, plus de fromage et ont moins de maladies cardiovasculaires. Et c'est grâce à ces pigments qu'on retrouve, qu'on appelle des polyphénols, qu'on retrouve dans les raisins, dans les vignes, dont on sert pour fabriquer le vin. Donc, il y a beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent ces polyphénols, qui sont en essence des antioxydants. Alors, l'important, ça va être d'augmenter notre consommation de fruits et de légumes. Et on sait que malheureusement, il y a 56 des Canadiens qui consomment moins que 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, ce qu'on recommande, c'est 8 portions de fruits et légumes par jour. Idéalement, nous, en naturopathie, on parle de 80 de notre alimentation qui serait à base de plantes. Évidemment, il y a des gens qui tendent vers le végétarisme, qui vont favoriser des protéines animales. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est mieux d'aller vers les protéines végétales. C'est sûr qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, il semble y avoir un lien entre la consommation de viande et le risque de maladies cardiovasculaires. Ce qu'on doit voir, c'est que souvent, les gens qui sont plus carnés vont aussi consommer moins de végétaux et moins de légumineuses. Et les végétaux et les légumineuses contiennent plein de fibres qui vont servir à justement réduire le cholestérol qui encombre notre organisme. Donc, est-ce que c'est vraiment la viande qui augmente directement le taux de maladie cardiovasculaire ou c'est plutôt le fait que les consommateurs de viande souvent vont consommer moins de végétaux et moins euh, de lentilles et compagnie. Donc, on n'est pas certain, mais dans les études, ce qu'on voit, c'est quand même une corrélation entre la consommation de viande et les maladies cardiovasculaires. Encore là, il faut voir si ce ne sont pas des produits biologiques, on augmente le risque de d'autres facteurs, dont l'exposition aux pesticides et tout ça. Alors, c'est vraiment un ensemble. C'est sûr que chacun des facteurs dont on a parlé individuellement va faire une partie du travail. Vous réduisez l'inflammation, vous réduisez le risque que le cholestérol devienne problématique. On peut très bien vivre toute sa vie avec un taux de cholestérol élevé. Si on n'est pas bourré d'inflammation, le cholestérol va rester tranquille, va colmater nos artères et on n'aura pas nécessairement d'événements cardiovasculaires. Mais c'est vraiment l'inflammation qui vient mettre le feu aux poudres. Alors, c'est important d'avoir un contrôle sur les facteurs qui créent de l'alimentation dans notre, l'inflammation, pardon, dans notre corps. Et un des principaux responsables de l'inflammation, c'est vraiment le déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3, donc les bons et les moins bons gras. Également la consommation d'antioxydants, mais le stress aussi va avoir un impact au niveau de l'inflammation. Plusieurs aliments qui vont déclencher des mini-réactions dans notre corps immunitaire, comme par exemple le gluten. Vous savez, ça aussi, ça sera le sujet d'une autre émission, mais le gluten qui provient du blé, notamment, mais principalement du blé dans l'alimentation canadienne, est problématique parce qu'au Canada, comme on est un important producteur de blé, on a modifié le contenu en gluten du blé et donc aujourd'hui, on en retrouve 70 plus qu'avant. Et cette consommation très exagérée de gluten va avoir un impact au niveau de l'inflammation, donc va précipiter et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, imaginez maintenant si vous réduisez la consommation de gluten, vous augmentez vos portions de fruits et légumes pour atteindre minimalement le 8 portions par jour.
Vous équilibrez vos bons, vos mauvais gras. Vous enlevez la cigarette. Vous éliminez le tabagisme de votre vie. Vous augmentez la pratique de l'activité physique. Vous gérez votre stress de manière plus efficace. Imaginez l'impact qu'on commence à avoir parce que ces facteurs vont agir aussi en synergie, c'est-à-dire que la somme de chacun des éléments va avoir plus d'impact que ces éléments de manière individuelle. Donc, c'est vraiment une synergie de facteurs qui va faire que on va réduire le risque de maladies cardiovasculaires allant jusqu'à 90 selon ce que nous dit le Harvard School of Medicine. Ce n'est pas juste des inventions de naturopathes, c'est validé par des entités donc très officielles, très reconnues. Alors, on voit bien que ce sont ces facteurs qui vont avoir un impact. Mais comme pour ce qui est des vitamines B, je vous disais que les pharmaceutiques se sont penchés sur l'impact de l'homocystéine sur les maladies cardiovasculaires. On avait découvert déjà que le véritable responsable des dommages au niveau des artères était l'homocystéine et que c'était ces dommages causés par l'homocystéine qui amenaient le cholestérol dans les artères à des fins de colmatage. L'ennui, c'est que comme les pharmaceutiques ne pouvaient pas breveter les vitamines B, il n'y avait pas d'argent à faire avec ça. Alors là, je vous ramène au Santé sans censure numéro 1, où je vous parle des games de pouvoir, pourquoi les approches naturelles en médecine ne jouissent pas de la même popularité que les médicaments, la même couverture médiatique, etc. Et je vous expliquais que ce n'est pas une question d'efficacité, mais bien de rentabilité, puisqu'on ne peut pas breveter des substances naturelles, des substances vivantes, donc les pharmaceutiques les modifient en laboratoire pour pouvoir émettre des brevets et ramasser de l'argent pendant la durée des brevets, soit 20 ans au Canada, avant que les autres compagnies puissent les copier et en faire des génériques. C'est pour ça que maintenant, vous trouvez beaucoup de médicaments avec des noms à peu près pareils, qui sont des statines pour réduire le cholestérol. C'est que ça fait plus de 20 ans qu'on utilise des médicaments comme le Lipitor. Alors maintenant, ils ont des copies génériques et des compétiteurs font d'autres molécules semblables. Tout ça sans qu'il y ait une efficacité démontrée à réduire le taux de cholestérol, puisque, comme on l'a vu, on ne pourra pas parce que le foie va compenser en produisant de toute façon plus et que le cholestérol a un rôle absolument essentiel au niveau de notre santé. Donc, encore une fois, c'est une belle grosse arnaque pour nous médicamenter et faire des millions aux compagnies pharmaceutiques. Le dernier facteur que j'aimerais aborder au niveau des facteurs sur lesquels on a un certain contrôle et qui ont un impact important au niveau des maladies cardiovasculaires, il y a pour de vrai un aspect des maladies cardiovasculaires qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. C'est le nom commun, mais le nom scientifique, c'est la cardiomyopathie de stress. Vous savez que lorsqu'on vit un deuil, et là, ce n'est pas spécifié un deuil de quelle nature, mais lorsqu'on vit un deuil, on présume un deuil d'une personne qui nous est chère, le lendemain du deuil, on augmente notre risque d'avoir un infarctus de 21 fois. On est 21 fois plus à risque de souffrir d'un infarctus au lendemain d'un deuil. On est 6 fois plus à risque dans la semaine qui va suivre ce deuil. Donc, c'est pour ça qu'on parle de syndrome du cœur brisé. Ça, c'est vrai au niveau des deuils, mais on peut avoir le cœur brisé pour toutes sortes de raisons. Et le cœur, on l'oublie, mais ça fonctionne à l'électricité. Hein, vous savez qu'on peut vérifier l'activité cardiaque par un électrocardiogramme. Donc, si on parle d'électricité, si on parle de fréquence, on parle donc de vibration, on parle d'énergie. Donc, l'énergie du cœur, le chakra du cœur, bien évidemment, on y fait attention en faisant attention à nos émotions, en faisant attention aussi à l'aspect relationnel. Donc, il y a plein de solutions qu'on peut trouver du côté des approches complémentaires en santé. On parle par exemple des fleurs de Bach. Hein, donc, c'est 38 essences de fleurs qui peuvent nous permettre de travailler sur certains aspects émotionnels, que ce soit justement le deuil, la jalousie, le fait d'être très, très rigide, de vouloir que les choses soient toujours d'une certaine façon, ça aussi génère beaucoup de stress et donc va augmenter les perturbations au niveau du chakra du cœur. Il y a des remèdes homéopathiques aussi qui vont être intéressants. Et évidemment, plus notre système nerveux
va être en bon état grâce au bon gras, grâce aux vitamines du groupe B, grâce au magnésium. Donc, c'est toutes les mêmes vitamines qui sont importantes et pour le système nerveux et pour le système cardiovasculaire et pour la détoxification. Donc, vraiment, c'est ça la beauté des approches qu'on va dire holistiques, c'est qu'en travaillant un aspect, on va avoir un impact positif sur plusieurs autres aspects dans notre corps. Même chose, par exemple, au niveau du tabagisme. On va réduire le risque de maladies cardiovasculaires, mais on va réduire aussi le risque de d'autres maladies qui sont en lien avec l'apport d'oxygène ou en lien avec les métaux lourds. Donc, vraiment, lorsqu'on enlève un des facteurs de risque, non seulement on réduit le risque de la maladie, dans ce cas-ci cardiovasculaire, mais on va réduire le risque ailleurs. La cigarette est impliquée aussi au niveau du cancer. Donc, vraiment l'importance d'agir de manière globale, de manière holistique et dans la vraie prévention. Parce que d'essayer de réduire le taux de cholestérol, qui de toute façon est absolument nécessaire dans notre corps, va avoir des conséquences au niveau donc de la mémoire, de tout l'aspect cognitif, au niveau de nos hormones stéroïdiennes, estrogène, progestérone, testostérone, au niveau de transport, stockage de nos vitamines A, D, E, K, donc nos vitamines liposolubles, mais aussi d'une vitamine extrêmement importante pour notre santé cardiovasculaire qui va agir en prévention, c'est la coenzyme Q10. Donc, vous voyez que ces médicaments qui sont supposés réduire nos risques, en fait, causent d'autres problèmes et causent, dans presque tous les cas, des carences en certaines vitamines et minéraux et donc vont aggraver par la bande la maladie pour laquelle on prend le médicament. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en médecine conventionnelle. On vous donne un médicament et lorsque ce médicament produit un effet secondaire, on vous donne un deuxième médicament pour l'effet secondaire. Dans une optique d'augmenter les marges de profit et d'augmenter les clientèles cibles, c'est sûr que ça fait plein de sens. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça fait réellement du sens quand on parle de notre santé, de notre mieux-être? C'est là où souvent le bas blesse et même les études produites par les conventionnels en biaisant les résultats, en choisissant les clientèles cibles, en choisissant quelles études on va inclure dans la méta-analyse. Même ces études-là viennent confirmer que le cholestérol n'est pas le grand coupable, c'est plutôt le sucre, c'est plutôt tous les facteurs associés à notre mode de vie dont on a couvert certains aujourd'hui. Un autre élément qu'on pourrait rajouter en plus des vitamines B, en plus du magnésium, c'est le curcuma. Le curcuma, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le consomment en poudre, ils se font le petit lait le soir. C'est tout correct. L'ennui avec ça, c'est qu'on ne peut pas atteindre des doses thérapeutiques avec de la poudre de curcuma. D'abord parce que les principes actifs dans le curcuma, qu'on appelle les curcuminoïdes, dont le plus connu est la curcumine représente seulement 3 à 5 de la quantité de curcuma. Donc, quand vous avez du curcuma râpé réduit en poudre dans votre cuillère, il y a juste un 3 à 5 de cette poudre qui est de la curcumine, donc qui va avoir un impact au niveau de l'inflammation. Ensuite, il y a la question de l'absorption de la curcumine. Il y a seulement 5 de la curcumine qu'on consomme par voie orale qui est absorbée. Donc, imaginez 5 de 3 à 5 donc, c'est une quantité vraiment infime. C'est mieux que rien du tout. Et si le fait de vous préparer votre petit lait le soir, ça vous détend et ça vous fait vous sentir bien, c'est merveilleux. Mais si on parle de réellement réduire le risque de maladie cardiovasculaire, il faut y aller via des suppléments aussi qui ont des mécanismes spéciaux de livraison qui sont en réalité des suppléments brevetés qui permettent que la curcumine soit beaucoup mieux absorbée et métabolisée, qu'elle reste un certain temps dans notre corps. Je n'aimerais pas de marque ce matin parce que ce n'est pas le but de l'exercice, mais vous pouvez demander conseil à des naturopathes sur les planchers des magasins comme Taux, Avril, Moisson et compagnie. Ou sinon, évidemment, vous pouvez consulter les naturopathes. J'offre toujours mes consultations en ligne. Sinon, vous trouvez quelqu'un, un naturopathe membre de l'Association des naturopathes agréés du Québec, l'ANAC, pour vous aider dans votre choix de suppléments. Il y a possiblement des interactions entre les médicaments et les suppléments, donc il faut être bien suivi au niveau de la santé cardiovasculaire, mais il y a absolument moyen d'améliorer en travaillant sur donc les facteurs de risque dont on a parlé qui sont responsables de 90 des maladies,
d'abord au niveau alimentaire, du stress, etc., mais aussi en incorporant les bons suppléments et en ayant une alimentation qui va réduire l'inflammation dans notre corps. Donc, il y a vraiment moyen d'aller chercher des résultats super intéressants et les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. Et la solution, ce n'est pas la prise de médicaments de type statine qui sont, comme je disais au début de l'émission, une autre belle grande arnaque. Alors, sur ces grands mots de sagesse, je vais vous souhaiter une bonne semaine, tout le monde. Je vous rappelle d'aller aimer ma page professionnelle, Chantal Dumas, naturopathe, pour essayer d'atteindre mon 10 000 likes parce que c'est ce qui me permettrait éventuellement d'être monétisée par Facebook. Donc, Facebook me paye un petit peu pour la production de mon contenu. Je vous rappelle que pour les liens des études que je cite dans mes émissions, vous pouvez vous inscrire à mon infolette sur mon site web chantalandumas.com. J'ai une chaîne YouTube également où j'archive normalement toutes mes émissions. Vous avez aussi une page Facebook qui s'appelle Santé sans censure parce que je publie énormément sur les médias sociaux. Alors, si vous voulez juste retrouver les vidéos au lieu de devoir chercher partout, vous les avez sur Santé sans censure et vous les avez sur ma chaîne YouTube. Je suis en préparation de Rumble et compagnie parce que je suis très consciente que ce n'est qu'une question de temps avant que je sois déplatformée des chaînes conventionnelles parce qu'évidemment, je donne de l'information critique sur les gros joueurs que vous connaissez, que je nommerai pas, parce que lundi dernier, lorsque j'ai parlé de la consommation d'insectes et d'un certain forum, j'ai eu des gros problèmes informatiques toute la semaine. Alors, comme je gagne ma vie en ligne à l'étranger, c'est un petit peu compliqué pour moi lorsque j'ai des problèmes de censure. Donc, vous avez donc accès à toutes ces ressources. Dans mon infolette, je publie toujours des articles inédits également. Éventuellement, je vais créer un membership pour les gens qui veulent recevoir les choses directement. Et le fait d'être inscrit à mon infolette, ça permet que si je suis déplatformée, je pourrai continuer à vous faire parvenir mon contenu. Mais il y a des chaînes, justement, comme Rumble et Odyssey qui sont un petit peu plus permissives. Si vous voulez encourager directement la production de mon contenu qui est complètement indépendant. Vous pouvez le faire via PayPal, vous pouvez le faire par virement Interact. Vous avez sur ma page personnelle le Linktree avec l'information pour mon PayPal et pour des virements directs. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. On va se retrouver vendredi soir prochain pour une autre conversation sans censure. Vendredi, je vais parler de la transagression ou de ce gros push qu'on voit présentement par rapport au mouvement transgenre. D'où ça vient? Quel est l'objectif réel derrière ça? Et donc, je vais ouvrir les lignes comme c'est l'habitude à Conversation sans censure. Celui de vendredi dernier, on a parlé donc de la médicalisation, de la vulnérabilité à travers l'exemple de Guillaume Lemay-Thivierge qu'on essaie de faire passer pour une personne qui souffre de santé mentale, tout simplement parce qu'elle pense différemment du groupe par rapport à certaines mesures et qu'il a eu le malheur de verser une larme dans une entrevue avec Stéphane Bureau. Donc, on veut médicamenter la vulnérabilité. On veut faire passer les gens qui pensent différemment comme étant des gens souffrant de santé mentale. Et c'est donc de ça qu'il est question. Vous retrouvez le vidéo sur mes pages, sur mes différentes plateformes. Donc, si vous voulez retrouver celui de la semaine dernière. Lundi prochain, je n'ai pas encore décidé de la thématique pour santé sans censure. Je vais regarder ça. Peut-être qu'on parlera justement de système nerveux. On commence à être à l'épreuve déjà au mois d'octobre. Ça pourrait être une bonne thématique, mais je vais regarder et je vais l'annoncer au cours de la semaine. Merci tout le monde d'être là. Merci de partager mon contenu, partager l'information. Vous savez qu'on peut avoir un impact positif sur notre environnement en informant correctement l'environnement parce que les médias conventionnels ne transmettent pas, ne relaient pas l'information en santé parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec la santé, les amis. Bonne semaine tout le monde, à bientôt.